j'ai fait une thèse sur des mobilisations autour des débordements industriels dans les régions de Sfax et Gabès en Tunisie et dans le contexte post-2011. Donc, quand je parle de débordements industriels, je fais référence à des travaux ancrés en histoire environnementale qui portent sur les conflits autour de l'insertion d'activités de production dans leur environnement immédiat. Et donc, c'est une notion qui englobe les nuisances et les pollutions, mais qui ne s'y restreint pas. Et donc, moi, dans les conflits sociaux que j'analyse, il n'est pas seulement question de pollution, mais aussi de risque, de la dénonciation de ce qui est perdu comme ce qui est perçu comme des injustices spatiales, de la distribution des richesses produites par ces activités. Et donc, parce que ce sont des activités qui ont une certaine importance pour l'économie nationale. Et donc, ces différents registres ou objets de revendication s'entremêlent. Mais je ne vais pas trop m'étendre sur cette notion plus. Dans cette communication, je vais plutôt aborder des mobilisations qui ciblent des activités industrielles de transformation de phosphate implantées sur le pourtour du golfe de Gabès. Donc, je voulais avant aussi aborder le cas de Kerkena, mais je n'aurais pas le temps. J'ai restreint un peu la communication. Donc, à l'industrie de transformation des phosphates dans la région de Gabès, donc dans la zone de Ranouche, mais aussi ses extensions avec les projets de délocalisation de certaines activités, d'abord à Oudref, puis vers Mezalahib, El Hamma, et aussi pour le cas du SAGS, par rapport notamment à l'usine SIAP. Donc j'ai été assez enthousiasmée à l'idée de participer à ces journées d'études, puisque c'est vraiment très proche de mon objet et mes terrains de recherche, ça ne m'arrive pas tout le temps. Et j'étais aussi assez curieuse par rapport à cet angle du patrimoine, qui est un peu nouveau pour moi, puisque donc cet atelier se propose d'aborder la gestion des pollutions industrielles héritées, de s'intéresser aux actions de valorisation des usages existants, aux initiatives de réparation, etc. Donc, il m'a semblé que dans mes terrains, dans les terrains dans lesquels je mène des recherches, donc par entretien, observation, analyse documentaire, etc., il est question de mise en cause de pollution qui perdurent encore aujourd'hui, qui sont certes héritées de choix passés, mais sans qu'il y ait eu vraiment non plus de rupture aujourd'hui par rapport à ces choix et ces politiques passées. Par contre, ce qui m'a interpellée, ce sont certains discours sur le passé chez les acteurs contestataires des débordements industriels, le travail de construction de récits sur ce passé qui est mobilisé dans leurs actions et les ressorts émotionnels de ces mobilisations en lien à la fois avec l'espace et avec l'histoire. Donc, ces premières constatations m'ont fait penser aux travaux de Gervais Lamboni, qui interrogent les rapports entre nostalgie et géographie, sur lesquels je vais un petit peu m'appuyer. Et voilà, donc pour Gervais Lamboni, la nostalgie, c'est une émotion spatiale dans la mesure où on éprouve forcément de la nostalgie en relation à un espace, donc à travers la mémoire des espaces, des souvenirs liés à des lieux. Alors, il propose une catégorisation en 3 champs. Donc, une nostalgie qu'il qualifie de prémoderne, qui correspond à l'expérience de l'exil, donc l'arrachement à un lieu et le regret culturel de ce lieu. Ensuite, une nostalgie caractéristique de la modernité, donc liée à la destruction des lieux, à leur changement, à leur transformation. Donc, c'est un type de nostalgie directement lié à la destruction créatrice consubstantielle du capitalisme, puisque le système capitaliste est producteur d'espace, mais en même temps limité dans son développement par des inerties spatiales. Donc, pour son bon fonctionnement, il faut toujours qu'il y ait destruction, reconstruction des lieux. Et enfin, il parle de nostalgie postmoderne pour parler de la production de représentations du passé qui peuvent être productrices d'une nostalgie de ce qu'on n'a pas connu. Donc, ça correspond aussi à un certain marketing de la nostalgie ou à des initiatives de patrimonialisation. Donc, quand ça concerne des productions de patrimoine qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec les expériences directes des gens. Pour continuer un peu sur la patrimonialisation, donc ça peut être vu comme la mise en valeur de lieux, de pratiques ou de marchandises, donc aussi une marchandisation de l'espace, où
qui confère des ressources à ceux qui détiennent aussi les objets qui sont patrimonialisés. Et ce sont des opérations qui sont le fruit d'un travail de construction, donc de mise en récit du passé, d'une manière qui peut aussi écraser l'ambivalence attachée au passé. Donc, au cours des recherches de terrain, je pense avoir été confrontée à certaines formes de nostalgie dans les entretiens, par exemple, avec des gens qui évoquent des souvenirs de leur enfance, où il est fait mention de l'espace qui est aujourd'hui dégradé par l'activité industrielle, mais aussi à des dispositifs de sensibilisation qui mobilisent la construction de récits nostalgiques sur les espaces et qui visent à fédérer assez largement. Et encore aussi des initiatives de patrimonialisation qui sont présentées comme des alternatives au modèle de développement basé sur l'industrie lourde et donc sur les nuisances et les pollutions. Donc, dans cet exposé, je parlerai d'abord je donnerai un peu d'éléments sur les contextes historiques et ce qui se joue dans les conflits autour des débordements industriels. Et ensuite, j'aborderai les formes de nostalgie et des constructions de récits sur le passé dans les mobilisations. Pour commencer avec le cas de Sfax, Sfax, c'est la deuxième agglomération de Tunisie, avec environ 600 000 habitants, un pôle économique et portuaire majeur, caractérisé par une forte concentration d'activités industrielles. Et parmi ces activités industrielles, il y a l'industrie de transformation du phosphate, qui nous intéresse ici et qui s'est implantée durant la période coloniale, donc sous le protectorat français, avec l'usine SIAP, entrée en fonction en 1952, et puis l'usine NPK en 1961. L'usine NPK qui se situait vraiment très près du centre-ville. Et un aspect peut-être à souligner, c'est que peu à peu, la ville a connu un étalement urbain important, donc ce qui fait que beaucoup de riverains ont été exposés aux risques liés au site industriel. Alors, la contestation de cette situation n'est pas du tout récente. Elle s'est d'abord incarnée dans la mobilisation pour la délocalisation de l'usine NPK. Donc, ça s'est fait notamment au sein d'une association qui s'appelle l'Association de protection de la nature et de l'environnement de Sfax, fondée en 1980. Donc, l'usine a en effet été démantelée en 1992 et réimplantée à Sriva, donc dans la périphérie de Sfax, on va dire. Et il y a eu un projet présidentiel de dépollution et réhabilitation du site, donc le projet Chaparura, qui a été initié. J'imagine qu'on reviendra là-dessus. Il y a 30 ans. Pardon ? Il y a 30 ans déjà. Ouais, voilà. Et donc l'attention s'est ensuite portée sur l'usine SIAP et son terrible de phosphogypse à Toulon. Et donc, les tenants de la fermeture de la SIAP ont trouvé dans un processus qui mobilisait la coopération internationale, donc le processus d'élaboration d'une stratégie de développement de la ville, la stratégie de développement du Grand Sfax, une arène de discussion et de contestation pour faire avancer leur position. Et ils ont gain de cause à un certain moment, du moins, puisque Ben Ali, donc un ancien président déchu, décide en 2008 de fermer la SIAP, donc il a décidé de la fermer en 2011, et en fait en 2011, la mobilisation, le contexte historique a fait que cette décision a été remise en cause, avec la mobilisation des travailleurs de l'usine, encadrée par la section régionale du syndicat de l'Union générale tunisienne du travail de Sfax. Donc, il y a eu des confrontations musclées au cours des années 2011, entre d'un côté les partisans de la fermeture de l'usine, donc avec une création de nouvelles associations, aussi une mobilisation des réseaux entrepreneuriaux, et de l'autre côté, les travailleurs de la SIAP et le syndicat. Donc, il y a eu de nouveau une décision officielle de fermer la SIAP en 2019. Donc là, on a un conflit d'usage de l'espace entre activités industrielles et activités récréatives, et aussi question de la santé, etc. Donc, pour passer au cas de Gabès, là, c'est une implantation
d'un pôle industriel qui date de la période de l'indépendance, enfin, des débuts de l'indépendance. Donc, le début des années 70, et ce qui s'est fait principalement au sein, enfin, en tout cas, ce qui est dit principalement au sein du groupe chimique tunisien, qui est une entreprise étatique. Donc, ça faisait partie d'une politique industrielle nationale qui visait à créer des pôles de développement, notamment dans le sud du pays, pour d'une part résorber les déséquilibres entre les régions. En tout cas, au départ, c'était ça. Et ensuite, ce qui a plus dominé, c'était de rendre l'économie nationale moins dépendante de l'économie française. Donc, il y a eu, bon, ça s'est associé à des débordements importants. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Je pense que d'autres personnes comme Khalidine Debaya demain vont pouvoir le faire. Donc, ça occasionnait des dommages sur l'agriculture oasienne, la pêche et aussi sur la santé humaine. Donc, là encore, des mobilisations ont été initiées par des groupes d'acteurs divers, avec une nette accélération après 2011 pour dénoncer les nuisances justement de cette industrie, voire la délocalisation des usines polluantes. Et en parallèle, il y avait aussi des sit-ins importants par des chômeurs qui faisaient pression pour que des postes d'emploi soient créés, donc qui ont pu aussi paralyser des fois les activités. Il y a eu aussi une extension des mobilisations dans la région avec des projets de délocalisation de certaines activités, d'abord à Oudref et à Al-Hamma. Donc, ce que je voudrais souligner dans les par rapport aux deux terrains, c'est que ce sont des mobilisations qui sont portées par des engagements en faveur du proche, donc qui ne se réduisent pas forcément à des postures défensives, mais traduisent aussi des formes de politisation des enjeux locaux. Ouais, bon, bah, tout de suite, je vais passer à la deuxième partie. Alors, donc, je reviens sur le cas de Sfax et sur les usages de la nostalgie à Sfax. Donc là, c'est un extrait d'article d'opinion, on va dire, publié dans le média en ligne Leader, donc où l'auteur se promène sur les quais du port de Sfax et se souvient du passé, donc, et qui constate que les lieux de ce souvenir ont été transformés. Donc c'est un ton assez dramatique, qui traduit un regret du passé, et ce qui est publié au moment d'une mobilisation contre l'extension du port de Sfax vers le nord, donc, qui entraverait durablement l'accès au littoral pour les habitants. Donc plus précisément, c'était quelques semaines après un événement de reconquête, qui a été présenté comme une reconquête de la plage, du quai. Donc là, dans un entretien avec des membres de l'association de protection de la nature et de l'environnement de Sfax, l'un d'entre eux racontait comment justement il avait proposé l'idée en mars 2015 lors d'une réunion de la coordination pour la fermeture de la SEP. Donc en disant on va récupérer nos anciennes plages, et donc en effet cette mobilisation a eu lieu. Donc les participants ont marché jusqu'au quai qui avait été confisqué par les activités industrielles et portuaires, et ont commencé à déblayer, à ramasser des déchets avec du matériel et des engins fournis par quelques hommes d'affaires. Donc on a des récits mobilisateurs qui invoquent le regret d'une qualité de vie perdue, avec l'image de cette plage, du casino où étaient organisées auparavant des manifestations musicales et qui a été interdite à la baignade en 1974, donc ce qui est perçu comme une injustice, d'autant plus que Sfax contribue fortement au dynamisme économique du pays. Donc ce regret est réinvesti dans la lutte contre la SEP et contre les projets d'extension du port, avec l'idée qu'il faudrait restaurer le littoral et redonner son attrait à la ville. Mais il y a aussi des critiques de ce mouvement, donc soutenu par des secteurs du pouvoir économique local. Donc là, c'est un extrait d'entretien mené avec un militant de Sfax, donc d'une association environnementale aussi, et qui était anciennement un membre aussi de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, donc avec une sensibilité de gauche, qui évoque la possibilité que certains acteurs aient utilisé le sentiment nostalgique qui peut être éprouvé par une grande partie des habitants de la ville, de façon à servir leurs intérêts.
puisque dans le cas de la mobilisation de Sfax, on peut se demander aussi comment se traduirait concrètement la récupération du littoral, qui aurait accès aux nouvelles, aux nouveaux quartiers issus du réaménagement urbain. Donc, on peut lui faire penser tous les conflits qu'il y a autour de la gentrification consécutive aux opérations d'aménagement de fonds de mer dans plein d'endroits du monde. Donc, voilà. Donc pour ensuite aborder le cas de Gabès, à Gabès, de façon récurrente dans les entretiens, mes interlocuteurs exprimaient une sorte de regret par rapport aux transformations de la région consécutive de l'arrivée de l'industrie du chimique. Donc ça pourrait s'apparenter, mais comme le cas de Sfax, à une nostalgie moderne, Jarvel-Lamboni, donc un endroit qui a changé suite à l'implantation de l'usine, qui est évoqué là en termes de paradis perdu, détruit. Et donc les plus âgés se rappellent de souvenirs d'enfance avec de se baigner dans la mer, une mer poissonneuse, où l'eau s'écoulait à travers l'oasis. C'était avant que les soupes de l'oasis ne se tarissent. Ils mettent en avant aussi l'unicité du site, donc avec, qui concentre la mer, la montagne, le désert et une oasis maritime. Et donc, ça accentue aussi le regret par rapport à la destruction du site. Et ça amène aussi à une mise en cause, voire une suspicion par rapport à la décision d'installer un pôle d'industrie chimique à Gabès, donc parfois vu comme quelque chose de volontaire. Mais la troisième citation du ministre fait état d'un état d'esprit, en tout cas l'interlocuteur se souvenait de cette époque, donc plutôt une période d'optimisme qui était peut-être liée aussi à ces premières années de l'indépendance. Donc, où en fait, voilà, c'est aussi une usine qui a amené beaucoup d'emplois et et à l'époque, on ne percevait pas forcément tous les dégâts environnementaux qu'elle allait causer ensuite. Donc, c'est une forme de nostalgie aussi d'une promesse qu'incarnaient les usines, une promesse de développement et une promesse qui est un peu déçue aujourd'hui. Mais donc, c'est une émotion, en tout cas nostalgique, qui peut aussi être mobilisatrice, en tout cas qui est utilisée par les acteurs des mobilisations. On retrouve dans beaucoup de pages, par exemple des pages Facebook, des associations et des collectifs très impliqués dans la mobilisation, des photos, par exemple, des cartes postales de l'époque coloniale, de l'oasis, donc ce qui peut aussi un peu interroger par rapport à, puisque ça véhicule une sorte d'émotion nostalgique de la période coloniale, donc ça questionne en tout cas. Donc par exemple dans voilà, c'est des photographies et des imageries coloniales reprises dans une association. Il y a aussi le collectif Stop Pollution, demain, qui reprend pas mal de photos avant-après, donc avant-après l'implantation des usines. Et donc la visée, là, n'est pas simplement de déplorer les destructions, mais aussi d'engager un mouvement vers un dépassement de la situation. Donc, par exemple, dans la déclaration finale du mouvement, il est dit que la pollution n'est pas notre destin. Mais ce récit laisse un peu dans l'ombre les manières de se défaire de ce destin. Donc, quelques pistes sont énoncées, comme le démantèlement des unités industrielles et la revalorisation de l'oasis. Et donc, ce qui nous amène aussi à la question de la patrimonialisation, puisqu'elle est parfois présentée comme une arme pour la préservation de l'oasis et la lutte contre les nuisances de l'industrie chimique. Donc, il y a d'une part le projet de l'inscription sur la liste de l'UNESCO, justement. Donc, un des initiateurs de ce projet-là, donc qui avait créé en 92 un club UNESCO, le voyait comme une manière de se protéger lui-même, de se protéger par rapport aux intimidations politiques qu'il y avait à cette époque, mais aussi avec l'idée que ça pourrait élargir le soutien, en tout cas à la préservation de l'oasis de Gabès. Et ensuite, ce projet-là a donné aussi place à une autre association, l'association de sauvegarde de l'oasis de Chimini, et en fait, d'autres associations de sauvegarde de la médina de l'oasis, etc., des projets aussi de développement local.
qui mettent en avant d'anciennes pratiques à remettre au bout du jour, sous des formes qui se veulent innovantes. Et donc, qui sont aussi, ces projets-là sont porteurs d'une forme de tertiarisation des oasis, qui peut se faire aussi au détriment de la petite agriculture vivrière, qui est à la fois marginalisée par ces entreprises-là et aussi idéalisée comme voilà, des pratiques ancestrales et vertueuses. Donc, il y a une thèse notamment de doctorat qui évoque les effets sur une polarisation sociale de ces initiatives de patrimonialisation. Donc, peut-être pour conclure, donc, dans ces deux cas de conflit contre des débordements industriels, on a, il semble se dégager un sentiment nostalgique qualifié de moderne, si on reprend la terminologie de Jardin Lamboni, lié aux transformations de l'activité que l'activité industrielle a fait subir au lieu, et qui est aussi mobilisé pour contester justement cette activité industrielle, et qui donne aussi lieu à des constructions de récits sur le passé qui produisent un sentiment nostalgique chez des gens qui n'ont pas forcément connu le lieu avant l'implantation de l'industrie. La question qui peut être posée, c'est de savoir si les initiatives de patrimonialisation qui peuvent être développées dans certaines conditions peuvent tenir lieu de substitut de l'activité industrielle, qui continue aussi d'avoir un poids économique important. Donc on peut, on peut aussi imaginer que dans le système économique actuel, quand les sites industriels, s'ils se transforment en friches et qu'ils sont réaménagés, ça puisse aussi donner lieu à de nouvelles nostalgies et de nouvelles dénonciations par rapport à notamment l'accès aux lieux, les usages de ce lieu, parce que ces transformations peuvent aussi être produire des inégalités sociales. Donc voilà, je vous laisse.